Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Mathieu Anquinet. Salut Mathieu, ça va? Salut Baptiste, pleine forme. En forme, hein? Parce que bien sûr. demain on part où? À Budapest, bien sûr. Pour le Final Four de la Ligue des Champions de Metz Handball. Nous allons en parler dans quelques instants. Quelles sont les autres actualités? On découvre ça tout de suite dans le sommaire. Le meeting international de Forbach était de retour ce dimanche au stade du Schlossberg après 2 ans d'absence. L'événement, aussi populaire que sportif, a conquis le public. Le lanceur de marteau, Quentin Bigot, a dépassé les 80 mètres. Les étoiles du sport avaient aussi rendez-vous ce week-end à Amnéville pour les demi-finales du championnat U19. Devant un parterre de supporters mosellans venus en nombre, Nantes et Monaco se sont qualifiés pour la finale. 837 km en 12 jours entre Semécourt et Azille dans l'Aude en marche athlétique, voilà le projet fou de Philippe Bonneau. Ce Mosellan de 57 ans, 7 fois champion du monde, veut collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Il est l'invité de ce numéro de Moselle Sport. Voilà pour le programme, allez, place au sport. Avant de découvrir tous ces programmes, découvrons les autres résultats du week-end. C'est l'heure du récap sport. Salut mes potos, comment ça va? La semaine a été bonne et en même temps il y a eu beaucoup de sport. Allez, c'est parti pour ce nouveau récap sport et découvrons les résultats de ce week-end pour commencer. Et oui monsieur, Metz Handball est champion de France pour la 24e fois de son histoire. Battu de 2 buts à l'aller, les Dragons ont renversé Brest 25-22 ce dimanche aux arènes pour aller décrocher le titre à la maison après l'avoir cédé la saison dernière aux Bretonnes. Place maintenant au Final Four de la Ligue des Champions, un événement à suivre bien sûr sur l'antenne de Moselle TV dès jeudi. Nous vous avons préparé un petit programme exceptionnel, alors bien sûr on vous donne rendez-vous. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est la sélection de Justine Leron en équipe de France féminine. La gardienne issue du centre de formation du FC Metz qui évolue chez les Grenades depuis 2015 a été convoquée par Corinne Diacre pour disputer l'Euro en Angleterre. La compétition aura lieu du 6 au 31 juillet prochain. Athlétisme maintenant, Yann Schrub a une nouvelle fois été sacré champion d'Europe du 10 000 mètres par équipe à Passé en Bretagne après le sacre en 2021 à Birmingham. Jimmy Gressier a terminé premier tandis que le Mosellan Yann Schrub traverse la ligne d'arrivée à la 4e place avec un chrono de 27 minutes et 59 secondes sur ce 10 km. Pas mal! Le Lorrain réalise les minima pour les championnats d'Europe prévus au mois d'août à Munich. Le challenge dédié à Julien Lajoie, jeune rugbyman décédé il y a 18 ans, a fait son grand retour ce samedi à la Grange aux Bois après 3 ans d'absence. 12 équipes mixtes venues de France, d'Allemagne et de Luxembourg se sont affrontées toute la journée. Marc Ambarel remporte ce tournoi. Bastien Walter, co-organisateur, revient sur cette journée hommage. Pour le club de Metz, pour le club de Metz, c'est vraiment un tournoi fort dans les mémoires, surtout en mémoire de Julien. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de tous se retrouver. On est vraiment très contents et on espère lui rendre hommage aujourd'hui de la plus belle des façons. Surtout après 3 ans compliqués avec le Covid. Donc là, du plaisir de retrouver tout le monde, les bénévoles, les joueurs, les autres équipes. Donc voilà, un réel plaisir. Petite info transfert maintenant. Malgré une proposition de prolongation du TFOC, la centrale lituanienne Ruta Stanulité a décidé de voguer vers d'autres horizons. La volleyeuse devrait rejoindre le champion de France, le Canet. La centrale était arrivée en 2020 de Chaloux en Belgique. En duo avec Mariam Sidibé, elle a fait les beaux jours du TFOC, notamment en bloc. Allez, bon vent! On termine ce récap sport avec cette triste nouvelle, les canonniers ne monteront pas en National 1 à la fin de la saison. C'est dommage, mais restons positifs, on espère toujours mieux et toujours plus pour la saison prochaine. Allez les gars! Hier, Toulon, meilleure équipe de N2 cette saison, a posé un stop autoritaire à Metz ce vendredi soir, dans un match que les Varois ont survolé de leur talent. Sans discussion possible et score à l'appui, 90-70, sans appel. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais rassurez-vous, le récap sport reviendra pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour la beauté du sport. Prenez soin de vous, des bisous tout doux mes loulous, ciao ciao. Mathieu, arrêtons-nous 2 minutes sur le 24e sacre de Metz Handball. Pendant cette finale retour, on a eu peur, très peur, on a stressé énormément. Oui, bien sûr, Metz Handball s'était rendu la tâche plus difficile quelque part en allant à Brest sur le match aller et en perdant de 2 buts. Il fallait survenir à cette défaite et réussir à renverser les Brestoises sur ce match retour.
à domicile, avec le public et avec une ambiance de feu. Elles ont réussi à souffler le chaud, mais aussi le froid, parce qu'il y a eu des moments où le titre semblait commencer à s'éloigner. Et puis, dans les derniers instants de la rencontre, elles ont vraiment fait le nécessaire pour s'adjuger ce titre et le ramener à la maison pour une 24e fois. C'est énorme. C'est le premier titre sur 3 possibles. Et on a rendez-vous ce week-end pour le Final Four de la Ligue des Champions. C'est ça, il reste le Final Four donc à Budapest avec en demi-finale une opposition face à Vipers Kristiansand. Et puis on l'espère une finale contre soit Győr, soit Team Esbjerg. Et ensuite il restera encore la Coupe de France contre Besançon pour bien finir la saison en beauté avec, on l'espère, 3 titres dans la besace. Soyons ambitieux et puis une belle fête du handball. Parlons maintenant des canonniers. La saison est terminée pour eux. L'objectif de monter en N1 était trop haut, on peut le dire pour eux. Que doit changer le board messin pour la saison prochaine et espérer monter en N1 en 2023 ? Les canonniers se sont donné les moyens de rêver cette saison avec une équipe All-Star avec des joueurs venus de Pro A, de Pro B, mais aussi des joueurs du cru qui ont fait les belles heures du basket messin. Et ils s'étaient pris à rêver de la N1. Malheureusement, le hasard quelque part du championnat fait qu'ils ont croisé avec une équipe redoutable de Toulon. Ils auront longtemps le regret peut-être des 21 points qu'ils avaient d'avance lors du match aller à Metz. Mais force est de constater qu'à Toulon, est-ce qu'il faut des changements dans cette équipe ? Qu'est-ce qu'il faut apporter ? Certainement, parce que Metz est encore en train de se structurer. C'est la première saison, je crois, où il y avait une équipe U18 au niveau national. Elle a besoin de se structurer, d'avancer, de se former, cette équipe, pour avoir de plus en plus de jeunes talents qui montent jusqu'en N2 et pourquoi pas en N1 si le projet aboutit, et avoir vraiment quelque chose qui va des jeunes jusqu'au niveau élite, entre guillemets, et vraiment continuer à consolider le club, qui est un des plus gros clubs de basket de la région. Donc c'est un projet sur long terme, si on peut résumer. Oui, alors on a envie de brûler les étapes, on a envie d'aller tout de suite en N1, on a envie d'avoir un grand club à Metz. C'est une ville qui le mérite, qui vit basket, mais il y a encore du chemin à faire pour que le club dans son ensemble, le Metz BC, soit vraiment prêt à avoir la capacité d'avoir une équipe de haut niveau, qui se maintienne à un niveau excellent et qui réussisse à attirer de plus en plus de joueurs de qualité. Et on va suivre ça dans les années qui viennent. Revenons maintenant sur la 30e édition du meeting international de Forbach. La 30e édition du meeting international de Forbach s'est déroulée ce week-end au stade du Schlossberg. Une centaine d'athlètes, dont certaines figures mondiales, se sont déplacées à Forbach pour les retrouvailles 2 ans après, dû au Covid. Parmi elles, le lanceur de marteau, le Messin Quentin Bigot, qui a battu son record personnel à 81,14 m. Alors Mathieu, Quentin Bigot l'avait annoncé, cet été, il fera des folies et il l'a montré à Forbach. C'est exactement ça. Il avait fait sa rentrée sur un meeting de plus petite ampleur. Il l'avait annoncé, il avait dit « j'y vais pour le plaisir, je ne me suis pas encore vraiment mis en condition, mais au prochain meeting à Forbach, je vais faire quelque chose ». Eh bien, il a tenu sa parole, il a envoyé le marteau plus loin qu'il ne l'avait jamais lancé auparavant. C'est un lanceur avec un parcours atypique. Il a un franc-parler aussi. Quand il se sent bien, il le dit. Quand il se sent pas bien, il le dit. Il s'ouvre assez facilement sur son parcours. Et bien aujourd'hui, il a l'air en pleine forme. Après quelques peut-être déceptions sur les championnats précédents, et bien là, il est bien parti. Il ouvre sa saison de la plus belle des manières. Et il peut rêver de Paris 2024. Totalement, c'est un des athlètes qu'on attendra vraiment au tournant pour cette échéance, parce qu'il a les qualités qu'il faut et il continue à progresser. Donc pourquoi pas aller sur les plus hautes marches du podium d'ici là. Du côté des femmes, Alexandra Tavernier termine 2e du meeting de Forbach avec un beau lancer à 69,50 m. Elle est devancée par la Polonaise Martina Kopron et c'est 70,57 m. Et un record est tombé ce dimanche puisque Wilfried Apio a effacé des tablettes le 50 secondes 01 sur le 400 m, établi sur la piste de Forbach par Eni Keshi en 2004. Le hurleur licencié à Lille Métropole a profité des conditions favorables pour signer un chrono canon de 49 secondes 45 qui lui assure une qualif pour les championnats d'Europe. Je vous propose d'écouter sa réaction juste après sa performance. C'était au micro de TV8 Moselle-Est. Excellent stade, et aujourd'hui mes résultats l'ont prouvé que c'était un bon stade, un peu de vent en ligne droite opposée, mais on le sent bien de dos à la fin de la course. Donc non, j'avais des bonnes sensations, il y a de très beaux spectateurs qui nous encouragent et donc il y a l'ambiance, il y a tout quoi. Parlons d'autres étoiles qui ont brillé ce week-end. Nous allons nous intéresser aux U19 qui ont joué à Amnéville.
Ce week-end se sont déroulées à Amnéville les demi-finales du championnat U19 de football devant un parterre de supporters mosellans venus en nombre découvrir ces étoiles du football français de demain. Nantes et Monaco se sont qualifiés pour la finale. Retour sur ces 2 jours de football loin des incidents parisiens et stéphanois. C'est un reportage de Jean Milot. De l'insouciance, de la ferveur et du football, ce week-end au stade André-Valentin d'Amnéville, les futures pépites du ballon rond étaient loin des incidents de la capitale. Les 4 formations ont proposé un spectacle de haut niveau avec des avalanches de buts et de surprises. Nantes, plus inspiré, a battu le stade brestois 2-0, tandis que Monaco a fait tomber l'ultra favori parisien grâce à un succès 4-2. Après un bon début de match où on est logiquement récompensé, c'est vrai qu'on s'est mis un peu trop vite peut-être en configuration trop défensive à mon goût. Bon écoutez, c'est des matchs couperés, c'est des matchs où on ne retient que le vainqueur. Et c'est ce que j'expliquais, c'est aussi formateur pour les gamins de développer ce côté compétiteur et de rien lâcher, quoi. Amnéville et ses supporters ont vibré avec la présence des 4 meilleures équipes françaises U19. En effet, le CSO Amnéville a été choisi par la FFF et le district mosellan pour organiser ses phases finales. Et on peut dire que le club a mis les petits plats dans les grands pour ces 2 jours de compétition. Alors d'abord, c'est qu'il y avait une volonté d'accueillir des événements en Moselle. On est content de mettre en lumière le travail qui est effectué au sein de nos clubs. Et puis une fois qu'on a fait un petit audit sur les clubs qui étaient en capacité d'accueillir une belle manifestation comme celle-ci, il faut des installations de qualité, il faut des équipes dirigeantes volontaires, motivées et des bénévoles qui pourront accompagner ce mouvement-là. Et on savait qu'à Amnéville, on allait être reçus comme des princes. Et donc naturellement, on s'est rendu dans la cité thermale. C'est des événements exceptionnels, uniques. Donc forcément, nous on est heureux de pouvoir accueillir ça et c'est une belle publicité pour le club, pour tous les adhérents du club et pour la ville également. En pleine restructuration, le CSO Amnéville a vécu une parenthèse enchantée et a sans doute accueilli les futures étoiles de demain. Mathieu, parlons de l'actualité du CSO qui, malgré cette belle fête du football, connaît des difficultés à la fois financières avec des changements de président. Sur le côté sportif aussi, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux de la situation actuelle du club ? Tu as dit une partie de ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire que c'est un beau club, qui a des belles infrastructures, qui a des bénévoles sur lesquels il peut compter. Malheureusement, il est en difficulté financière depuis plusieurs saisons. Il y a eu le départ d'un président qui est parti du côté de Thionville et on suivi François Ventrici. Et on suivi 2 présidents en quelques mois avant que Loïc Hoffmann, qui n'a que 26 ans, ne reprenne le club et essaye de le tenir à bout de bras. Il a fait pas mal d'économies cette saison. Il a essayé de renforcer ce qui était possible de renforcer et surtout de tenir au niveau sportif parce que quand on en est dans une situation financière compliquée, eh bien, difficile de tenir le sportif et de maintenir les bonnes volontés. Donc il s'est appuyé sur des jeunes. L'équipe en N3 a essayé de se battre avec ses armes, a pris beaucoup d'expérience, mais ça a été une saison très 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 compliquée et il y a encore d'autres changements qui sont à prévoir puisque normalement il y aura de nouveau un changement de présidence. Il faut espérer que la saison prochaine soit un petit peu plus stable pour ce club qui va essayer de tenir bon parce qu'il le mérite, il a tout ce qu'il faut et c'est vrai que c'est assez dommage de le voir dans cette situation d'instabilité. Et puis tous ces jeunes là qui ont réussi à se montrer, encore faut-il réussir à les convaincre de rester et c'est rien de tel que la stabilité pour les garder. On rappelle que grâce à la mairie d'Amnéville, le club a pu réduire un petit peu ses dettes et maintenant le club mise sur la jeunesse pour essayer de grandir et de redevenir un club majeur en Moselle. Oui, à mon sens, c'est la meilleure solution. Quand les choses vont mal, eh bien, recentrons-nous sur les jeunes, sur ceux qui ont la volonté, qui peuvent incarner l'avenir du club. Et qui aiment le blason. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et puis, ils l'ont montré sur les terrains, ils se sont vraiment bien battus cette saison. Et on espère qu'ils vont réussir à tenir ce club parce que... sans le CSO Amnéville dans la région, ce serait une grosse perte. Une grosse perte. Merci Mathieu d'être venu dans ce Moselle Sport. Tu vas céder ta place à Philippe Bonneau. C'est l'invité de la semaine. Et juste avant de l'accueillir sur ce plateau de Moselle Sport, je l'ai suivi durant sa préparation. Regardez ça. Allez, c'est parti pour 2 heures, 14 km environ. Allez, c'est parti. Et il y a toujours le plaisir. S'il n'y a pas le plaisir, on ne fait pas 837 km. Philippe Bonneau est un homme de conviction et de challenge, un athlète insatiable au grand cœur qui s'apprête à réaliser le défi de sa vie, traverser la France en alternant marche athlétique et marche rapide, un périple de 837 km entre son village de Semécourt et celui d'Azille dans l'Aude, où réside son frère.
il y a un peu de tout qui se mélange. Je pense que voilà, le stress est là, hein, il faut le dire. C'est une belle aventure, c'est une grande aventure, c'est quand même nouveau pour moi. Voilà, voilà, il faut que je parte. Avant de prendre la route le 7 juin prochain, l'athlète aux 7 titres de champion du monde accumule les bornes. Une préparation optimale pour marcher chaque jour, environ 70 km avec une vitesse moyenne de 7 km/h. Ouais, j'ai modifié mes plans, on partait sur 16 heures au départ, on va partir sur 12 heures maintenant, afin d'avoir une arrivée le soir qui soit pas trop tardive, pour bien récupérer et avoir les soins qu'il faut. Voilà, il est prévu de faire 56 km le premier et le dernier jour, parce que les journées sont plus courtes, départ-arrivée, et 10 jours à 72 km 500, ce qui fera 837 km à la fin. À une semaine du grand départ, la récupération est le maître mot. Il faudrait juste qu'on voit pour des massages avant que je reparte. Pour cela, il peut compter sur sa fille Victoria. Ensemble, ils forment une équipe soudée et armée pour ce périple. Je dis Vic, il faut que tu vois au niveau des mollets, mais tu remontes, tu sais, vers le haut avec l'huile. Et au niveau des ischios avec l'appareil. Je fais un massage avec de l'huile d'arnica. On combine ça un petit peu avec le pistolet de massage, donc pour avoir différentes actions sur les muscles et puis pour favoriser tout ce qui est récupération. En plus des massages quotidiens prodigués par sa famille et un régime strict dicté par sa sœur, Philippe Bonneau prépare ses redoutables armes aux 387 km. De mon podologue, il m'a demandé de traiter les pieds une fois par jour au citron pour tanner un petit peu la peau, durcir la peau, et afin de faire de la prévention contre les ampoules. Parce que si jamais il y a une ampoule qui vient se placer pendant la longue marche, ça risque d'être difficile ensuite. À travers cette longue marche que le Mosellan veut boucler en 12 jours, Philippe Bonneau veut récolter un maximum d'argent pour la lutte contre le cancer. C'est l'heure de l'invité de la semaine. J'accueille sur le plateau de Moselle Sport Philippe Bonneau. Salut Philippe. Bonjour. Est-ce que tu es prêt alors pour le grand départ le 7 juin prochain? Oui, là tout est prêt, tout est mis en place. On n'attend que le départ maintenant, avec impatience. Ouais, ça doit monter, l'excitation doit monter. Hein. Ouais, c'est sûr, à moins d'une semaine, avec tout le travail qu'il y a eu à faire, autant par rapport à l'organisation qu'à la préparation. Maintenant, voilà, c'est les derniers petits réglages, l'équipement du camion et ainsi de suite. Et ouais, il y a beaucoup de monde derrière, donc ça met la pression, mais c'est tant mieux, c'est une pression. Qui va te booster pendant ce projet, cette marche. C'est super, ouais. Avant de parler de ton projet sportif, revenons sur toi, sur ta carrière, pour découvrir qui est Philippe Bonneau. Donc tu as commencé en 2006 la marche athlétique. Tu as un palmarès incroyable avec entre autres 7 titres de champion d'Europe et du monde. Alors question simple, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la marche athlétique en 2006 ? En fait, au préalable, je faisais du triathlon. Je faisais du triathlon à haut niveau, j'en ai fait 20 ans. Et pendant ma carrière de triathlète, je rendais service au club d'athlétisme. J'étais à la SPTT Metz en ce temps-là. Et mon ancien coach, Jean-Luc Vibrat, m'a dit un jour, il faudrait que tu rendes service à la marche parce qu'il n'y a personne. Et je suis allé rendre service. Et dès que j'ai fait mon premier 5000, je me suis dit, tiens, c'est une discipline qui est assez sympa, qui est très technique. Et voilà, j'ai renouvelé tous les ans ma participation à ces interclubs. Et en 2006, il a fallu que j'arrête le triathlon parce que voilà, il y avait le travail, la famille, les enfants, et c'était 2 entraînements par jour, j'avais plus le temps. Donc je me suis lancé dans la marche athlétique comme ça, tout naturellement. Je suis allé faire un premier championnat de Moselle à Riange, pas très loin, ou je ne sais plus trop où c'était. Ouais, en Moselle. Peu importe. Et puis et tout de suite, j'étais champion de Moselle, et puis j'en ai suivi champion de Lorraine, champion de France, champion d'Europe. Tu aimes ça, d'aller chercher ces titres, de te dépasser, c'est ça qui te motive dans tous les sports que tu as pu pratiquer? Je ne sais pas faire autrement. C'est triste, mais le moindre jeu de cartes ou jeu de dés, il faut que je gagne. C'est dans ma tête. Compétiteur. C'est comme ça, ouais. C'est dommage parce que quand je joue au dé avec mes enfants, je les bats. Je suis terrible. Je m'en veux, pas beaucoup, mais je m'en veux. Mais c'est comme ça, c'est en moi. J'ai du mal à faire les choses autrement qu'avec un esprit de compétition. Mais on sent quand même que tu arrives à faire la part des choses entre la vie familiale et le sport. Tu arrives quand même à conjuguer les deux et avoir du temps pour les deux parties. Oui, c'est très important. J'ai la chance d'avoir une famille qui me suit de très près, mais en même temps, je sais faire des concessions. Ça ne me dérange pas d'aller me lever plus tôt le matin pour être présent avec eux, d'aller m'entraîner entre midi pendant qu'ils sont au repas et puis de pouvoir emmener les enfants quand ils étaient plus petits, parce que maintenant ils sont grands, plus âgés, à la piscine et tout. Et je crois que c'est important, l'équilibre, il est dans le partage des concessions, sinon ça ne fonctionne pas. Si tout est tourné vers vous, ça ne marche pas.
Parlons maintenant de ton grand projet. Depuis 2 ans, tu mûris cette marche à travers la France. Ce projet te tient à cœur car tu as malheureusement perdu ton papa d'un cancer en 2019. Donc c'est pour ça que tu as voulu te mobiliser pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Oui, voilà, c'est ça. Alors, l'idée trottait depuis très très longtemps, quand mon frère Martial a eu son cancer de la gorge, il y a à peu près 10-11 ans maintenant. Et je me suis dit, voilà, un jour, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, voilà, les années ont passé, les compétitions étant là, donc voilà. Et en 2019, je perds mon papa pour un problème de cancer à nouveau. Et là, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit, allez hop, on change de cap. Mon esprit de compétition est toujours là. Je l'ai mis d'ailleurs à profit pour organiser avec beaucoup de précision ce que je vais faire là maintenant. Mais je me suis dit maintenant, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je tourne le projecteur de l'autre côté, il faut que je m'ouvre encore plus vers les autres. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce projet et je l'ai présenté, on va dire, à la presse et à d'éventuels sponsors à partir de décembre l'année dernière. Et puis alors là, c'est parti. C'est parti, on en parle dans toute la presse, sur Moselle TV, on en parle depuis de nombreux mois. Est-ce que tu te rends compte de la force de ton projet et de toutes les personnes qui vont te suivre ? Oui, maintenant je me rends compte, voilà, c'est ça. Donc j'essaye de me poser un petit peu là sur la semaine qui me reste pour me dire, voilà, il faut maintenant t'enlever cette pression-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suit, beaucoup d'associations et autres. Et c'est vrai que ça met un peu la pression, quoi, mais c'est ce qui me permet aussi de te faire augmenter, si toutefois il y en avait besoin, cette motivation à traverser. On va parler plus en détail de cette marche. Alors avec cette carte que nous allons vous montrer à l'écran, tu vas marcher pendant 12 jours. Tu pars de Semécourt le 7 juin pour arriver le 18 juin à Asile dans l'Aude. Tu vas marcher 837 km au rythme de environ 70 km par jour entre 7h et 19h. Comment est-ce que tu abordes cette longue marche de 12 jours ? Ouais, une chose qui est sûre, c'est que je l'aborde avec beaucoup de conviction, mais aussi beaucoup de sérénité. Il faut de la sérénité parce que sinon ça ne marche pas. À chaque fois que vous stressez de trop, c'est toujours de l'énergie perdue. Et un frein peut-être aussi. Et un frein, voilà. Je crois que je sais pourquoi je le fais, il n'y a pas de souci. Moi, comme je dis, mentalement, je peux faire l'aller-retour, mais physiquement, un aller me suffira. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et voilà, donc on fait 7h du matin à 19h parce qu'on a essayé plein de choses. Hein. On a essayé des choses où on terminait à minuit. Donc ça ne fonctionnait pas pour des problèmes de récupération, de massage et autres, autant pour moi que pour l'équipe. Hein. Donc voilà, au départ, je partais sur 6 km/h de moyenne. Je suis monté à un peu plus de 7 km/h pour gagner 2 heures de marche dans la journée. On a fait plein d'essais techniques, de matériel, de baskets, différentes baskets, et ainsi de suite. Et puis on en arrive aujourd'hui à un prévisionnel, ça reste qu'un prévisionnel 7-19. En fonction de la météo. Il y a la météo, il y a la fatigue, il y a la chaleur, il y a le coup de moins bien. Et donc tu vas faire 2 heures de marche et du repos, c'est ça Voilà, ce qui me va de mieux aujourd'hui, c'est 2 heures de marche, une demi-heure de repos, 2 heures de marche, une demi-heure de repos entre 7h du matin et 19h le soir. Et à savoir que sur les 2 heures de marche, j'ai prévu de faire 40 minutes de marche classique, on va dire, et 20 minutes de marche athlétique. C'est ce qui me permet d'augmenter la moyenne, justement. Et puis de rester prêt physiquement pour enchaîner les kilomètres, c'est ça? C'est bien d'alterner à la fois marche rapide et marche athlétique? Voilà, le placement du bassin n'est pas la même chose, la sollicitation des muscles est différente. Ça me permet de laisser reposer certains muscles et d'en travailler d'autres quand je suis en marche athlétique. Et puis voilà, puis ça permet de ventiler un petit peu plus. Comme je suis un compétiteur, j'aime bien aussi sentir que ça, comme on dit dans le jargon, ça avoine un peu. Et puis le fait de se dire que juste derrière, je vais pouvoir remarcher un petit peu entre guillemets tranquille. Parce que même quand je marche en marche classique, je suis très vite à 6-200, 6-300. C'est quand même une marche rapide. Hein. Voilà, donc, mais en tous les cas, c'est comme un cadeau derrière, en se disant, voilà, maintenant tu peux, entre guillemets, te reposer un peu. Tu parlais des personnes qui vont t'accompagner. Tu comptes sur ta famille, comme on a pu le voir dans le reportage avec Victoria qui t'accompagne depuis le début. Ils sont présents dans un camping-car qui va te suivre durant toute ta traversée. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de cette famille? Pourquoi tu t'accroches à cette famille pour mener ce projet? Moi, je m'accroche à la famille parce que ça a été mon éducation. Parce que c'était ce que notre père nous a appris à tous. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse, donc le partage, je connais, et la solidarité aussi. Et Martial a été touché par un cancer. J'ai un autre frère, Didier, qui a été touché par un cancer, et mon père est parti à cause de ça. Donc, à partir de là, je ne voyais pas la chose autrement que de le faire et de faire fédérer déjà à la base la famille. Et donc, j'ai ma fille qui sera avec moi, effectivement, Victoria, mais elle qui me suit depuis toute petite, et qui va s'occuper essentiellement de la communication et des soins. Il y aura ma sœur Fabienne, qui elle va s'occuper de tout ce qui est alimentation, parce que ça ne va pas être simple, hein, on va tourner à 6 ou 8 000 calories par jour, et aussi des soins. J'ai mon neveu Adrien, qui lui va faire un long métrage, son premier long métrage
cette aventure. Il a déjà commencé lors des week-ends de préparation. Et j'ai mon ancien coach de 35 ans qui va revenir du côté de La Rochelle justement pour me coacher. Et il sera, je pense, l'élément, pas principal parce qu'ils ont tous une importance, mais j'ai besoin d'être freiné, je ne sais pas si c'est prétentieux, mais j'ai besoin d'être cadré. Parce que moi, j'arrive à coacher des gens, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de moi, je peux faire le kilomètre. On le comprend, c'est que tu es prêt à aller peut-être à la limite et au-dessus de la limite. Voilà. Et donc, tu as besoin d'être cadré. Et le seul qui peut me cadrer, c'est Jean-Louis Vibrate, parce qu'il n'y a que lui que j'écoute. C'est comme ça. Voilà, s'il me dit tu t'arrêtes, ou alors on ralentit, ou alors on fait comme ça, je l'écoute. Moi, je ne m'écoute pas assez. Je veux toujours faire la minute de plus, ce kilomètre de plus. Et là, c'est quand même un parcours c'est un tour de piste qui est un peu long. Donc, un petit peu. Ouais, voilà. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi et ça serait dommage. Donc, j'ai vraiment besoin de lui dans ce périple. Merci Philippe de nous avoir présenté ton projet. On peut le dire, durant toute ta traversée, nous allons te suivre. Moselle TV va te suivre puisque nous allons diffuser des offs, des interviews de toi chaque soir dans notre journal Moselle Info. Donc soyez au rendez-vous chaque soir à partir du 7 juin à 18h sur Moselle TV pour suivre le périple de Philippe. Merci Philippe. Mais c'est moi qui vous remercie de me soutenir à ce point. Et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur et puis ça va me permettre de mieux réussir encore cette traversée. On se retrouve dans quelques semaines pour faire le débrief de cette marche. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.